Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis très excitée de tourner puisqu'on va parler d'un de mes sujets de prédilection. Un sujet pour le moins polémique qui est le scandale et la mode. Je vais parler dans cette vidéo des plus grands scandales qui ont secoué la mode. C'est tous que la mode nourrit le scandale et le scandale nourrit la mode. Les deux sont intimement liés. Bien évidemment, vu que la mode est une grande habituée du scandale, j'ai décidé dans cette vidéo de n'en traiter que 3. Je sais, c'est très peu, mais c'est pour ça que j'ai besoin de vous et que vous me disiez à la fin de la vidéo si ce format vous a plu et si l'idée vous plaît. Si c'est le cas, je referai d'autres vidéos où je vous parlerai d'autres scandales dans la mode. Nous allons commencer sans plus tarder par le premier scandale de cette vidéo qui concerne le photographe Davide Sorrenti et sa mort. Je vais vous en dire plus tout de suite. C'est un très jeune photographe qui a fait partie du mouvement anti-fashion qui a débuté au début des années 90. Ce mouvement anti-fashion est un mouvement qui s'est développé contre les années 80 et leurs supermodels hyper musclés, tous les grands couturiers du type Mugler ou Alaïa qui ont transmis une image très saine, très colorée, presque un peu lourdingue parfois des femmes. Eh bien, il y a un mouvement complètement contradictoire au début des années 90 qui a voulu s'ériger contre ça et qui a commencé à déstructurer la mode. C'est-à-dire que des couturiers ont commencé à faire des trous dans leurs habits, à mettre les coutures apparentes, les tirettes à l'envers, à utiliser beaucoup plus de noir, à faire des silhouettes plus androgynes, plus sombres. Les années 90, c'était une grande rupture qui a été symbolisée par l'apparition de Kate Moss. Kate Moss, c'est complètement l'inverse du supermodèle des années 80. Elle est petite, elle a des grands yeux, elle a tout le temps la clope au bec, elle représente pas du tout le même idéal de beauté que ce qu'ont pu véhiculer Claudia Schiffer, Naomi Campbell dans les années 80. Dans la photographie de mode, tout ça s'est traduit par l'abandon des retouches, l'abandon des couleurs hyper solaires, hyper contrastées, un petit peu genre tape à l'œil des années 80. Davide Sorrenti est un peu le pionnier, le photographe pionnier de ce mouvement-là, de l'anti-fashion. Dès ses 18 ans, il a commencé à prendre en photo tous ses potes et alors il avait une bande d'amis peu recommandables, ils dealaient tous plus ou moins, ils prenaient tous de la drogue, c'était un peu des petits voyous qui faisaient des vols à l'étalage, etc. Mais rien de très méchant pour le moment. À 19 ans, il a commencé à se faire publier dans des grands magazines de mode et donc il s'est très vite retrouvé imbriqué dans ce mécanisme de mode alors que à l'origine il était plutôt underground et en fait c'est devenu très mainstream. C'est aussi dû à l'émergence de nouveaux créateurs, à l'immigration de créateurs japonais comme Yamamoto ou Rei Kawakubo. Comme les garçons, ce sont des créateurs qui ont implanté à Paris une nouvelle vision de la mode et ils ont libéré beaucoup de contraintes qui ont aussi mené d'autres stylistes à faire comme eux. Les plus connus c'est Rick Owens et Anne de Meulemeester qui eux aussi incarnent complètement cette esthétique très sombre anti-fashion et donc Sorrenti s'est retrouvé dans cette espèce de grande machine de mode alors qu'il avait 19 ans à peine. En plus qu'il sortait à l'époque avec la mannequin Jane King qui est une mannequin qui avait fait un énorme scandale parce qu'elle avait fait la une du New York Times, une dans laquelle elle avouait avoir consommé beaucoup de drogue lorsqu'elle avait 14 ans et qu'elle venait de mettre les pieds dans le mannequinat. Donc ça avait un peu levé le voile sur la version idyllique et parfaite qu'on pouvait avoir des mannequins du temps des supermodels dans les années 80. Davide Sorrenti prenait toujours Jane King en photo quand elle se défonçait aux côtés de Kurt Cobain. Enfin, il y avait toute une esthétique à la fois très glauque mais très glamour quand même qui émanait de ces photos. On appelait ce mouvement aussi l'héroïne chic. C'était une époque où toute la jeunesse états-unienne prenait énormément d'héroïne parce qu'elle était à bas prix. Finalement, en 1997, Davide Sorrenti meurt d'une overdose. Cet événement, qui aurait pu passer inaperçu parce que ce n'est ni le premier ni le dernier jeune dans la mode à être mort d'une overdose, a été très médiatisé et a été pris comme en fait le début d'un débat public sur la place de la drogue dans la société américaine, dans la jeunesse. Ça a aussi voulu culpabiliser la mode de transmettre
ce genre d'esthétique très nocive. Bill Clinton lui-même avait fait un discours où il demandait explicitement à la mode de prendre ses responsabilités en main et d'arrêter de véhiculer des images aussi violentes que celles que Davide Sorrenti avait pu produire. Finalement, la mère de Davide Sorrenti a écrit une lettre ouverte qui a été publiée dans le Vogue. Dans cette lettre, en fait, elle fait appel à toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie de la mode et elle leur dit tout simplement d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer dans cette industrie, mais dans le pays de manière plus générale. Et elle appelle aussi à protéger les mannequins mineurs. Ça a un peu fait bouger les choses quand même parce qu'après, à la fin des années 90, le mouvement a fini par s'essouffler. Moi, si je voulais parler de ce scandale, c'est parce que je trouve qu'il est hyper intéressant. Parce que tout simplement, en fait, il questionne la responsabilité de l'art, ici la mode, dans une affaire aussi sinistre et aussi grave que celle de Davide Sorrenti. Est-ce que la mode peut se permettre de véhiculer des images qui esthétisent une forme de douleur et d'autodestruction, qui peuvent même inciter à consommer de la drogue? Ou est-ce que, au contraire, c'est aussi une responsabilité de la mode de montrer la réalité de la société? Parce que la mode s'est défendue comme ça à cette époque lorsque l'affaire a été rendue publique. Elle a tout simplement dit que c'était une vérité fondamentale du pays qu'il fallait aussi pouvoir mettre en avant en fait. Il faut pas non plus fermer les yeux. Maintenant, place au scandale numéro 2. On va parler de la seule et l'unique Naomi Campbell. Honnêtement, j'aurais pu lui dédier toute cette vidéo. Elle a connu tellement de scandales. Je pense même qu'elle a inventé le scandale durant toute sa carrière. En 1997, Naomi Campbell participe à une campagne PETA pour la défense des animaux où elle s'engage aux côtés d'autres mannequins à ne plus porter de fourrure. Et pourtant, en 2014, elle a reçu un cadeau de la part de Riccardo Tisci, qui à l'époque travaillait chez Givenchy. Petite parenthèse, désormais c'est Claire White-Keller qui est directrice artistique chez Givenchy et elle n'utilise plus que de la faux fur, donc elle n'utilise plus de fourrure du tout. Pour Noël, il lui a offert un sac en peau de serpent et un sac en fourrure. Je crois que c'était ça. Bien sûr, Naomi, trop contente, poste une photo de ses deux cadeaux sur Instagram. Bad buzz, Naomi, elle se fait complètement backlash sur Instagram, pluie torrentielle de commentaires haineux qui lui disent mais ça va pas, où est-ce qu'elle est ton intégrité? Fait pour quelqu'un qui s'était engagé à ne plus cautionner la fourrure et l'exploitation animale dans l'industrie du luxe, ça la fout un peu mal. C'est ce scandale qui a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais en soi, il y a eu plein d'autres fois où elle a porté de la fourrure. En 2009, elle a voté voté dimanche d'ailleurs. Elle a posé pour Denis Basso en arborant une grosse fourrure. Pareil, en novembre 2008, elle était à Berlin et elle portait une énorme fourrure au-dessus d'une veste en cuir. Je voulais parler de ce scandale dans cette vidéo parce que en fait, aujourd'hui, on est dans une ère où les mannequins se doivent d'être des role models. Elles doivent montrer l'exemple, elles doivent faire du sport, manger bien, prendre en photo les 5 fruits et légumes par jour qu'elles mangent. Les mannequins sont devenus chiantes. C'était le scandale de Naomi Campbell. Passons au troisième scandale qui concerne l'une des figures les plus passionnantes et les plus torturées de la mode, John Galliano. Je trouve que tout simplement en fait il représente la mode à son paroxysme. Galliano, c'était un jeune créateur british tout droit sorti de Central St. Martins qui arrive à Paris pour devenir directeur artistique des collections prêt-à-porter et haute couture féminine chez Dior en 1996. C'est la coqueluche des rédacteurs, il habille Lady Diana, il habille Madonna, il fait jusqu'à 22 défilés par an. Pourtant, c'est un créateur qui est pour le moins polémique, scandaleux, sulfureux, tout ce que vous voulez. C'était un peu sa marque de fabrique, c'était un peu son argument de vente. Il a été embauché chez Dior pour dépoussiérer la maison qui était, avant qu'il n'y arrive, une maison pour les vieilles mémères. Quoi de mieux qu'une figure
un petit peu folle et un peu dépravée comme Galliano pour faire souffler un vent nouveau sur la maison. Il a complètement dépoussiéré Dior puisqu'il a produit des défilés les plus fous, plus provoques les uns des autres. On se rappelle notamment son défilé printemps-été 2000 intitulé Clochard et qui était inspiré par les SDF qu'il croisait lorsqu'il faisait son shooting. C'est un phénomène et à chaque Fashion Week on se demandait qu'est-ce qu'on allait voir au prochain défilé Galliano. Jusqu'à le scandale de trop qui a détruit l'homme, détruit l'idée de Galliano, détruit tout ce qu'il avait pourtant réussi à ériger. C'était en 2011, il était sur une terrasse à Paris, alcoolisé et drogué, et en fait il a tenu des propos antisémites et racistes. Il a dit, je cite, sale tête de juive et putain de bâtard asiatique à 2 personnes. Bien évidemment, il a été suspendu de ses fonctions par LVMH qui attendait avant de le licencier, d'avoir les résultats de l'enquête. Or, quelques mois après, alors que l'enquête était en train de se tenir, The Sun, le tabloïd américain bien connu, publie une vidéo d'un amateur de Galliano en 2010, donc un an avant ce même scandale, où Galliano exprime clairement son amour envers Hitler. Cite, j'adore Hitler, les gens comme vous devraient être morts, à une famille juive qui dit ensuite qu'elle devrait être gazée. La violence de ses propos a été punie puisqu'il a dû payer 6 000 € d'amende. Bon, autant dire que c'est 3 centimes vu la fortune de l'homme, mais en tout cas il a été licencié par LVMH. Galliano, pour sa défense, lors du procès, il a avoué qu'il était accro à l'alcool, aux somnifères et au Valium, cocktail un peu explosif, mais en gros c'était ça son excuse, c'était j'étais pas moi-même, j'étais droguée et plus personne n'a entendu parler de lui pendant 3 ans. Il s'est fait oublier pendant 3 ans et en 2014 le bonhomme revient directeur artistique de Maison Margiela et ça ne pose de problème à personne. Moi je ne comprends pas, mais bon, c'est comme ça que ça se passe dans la mode apparemment. Si j'avais envie de parler de ce scandale aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il pose de très bonnes questions, non seulement à la mode, mais à toutes les industries du show business de manière plus générale. C'est-à-dire qu'elle pousse des individus à la folie, clairement. C'est pas vivable de devoir faire 22 défilés par an. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est encore pire parce qu'aujourd'hui il y a les collections capsules, il y a les collections croisières, il y a les éditos, il y a les réseaux sociaux qu'il faut savoir gérer en plus. Pousse des individus à bout au moindre faux pas. Je dis pas que Galliano c'était un moindre faux pas, mais ça est arrivé dans plein d'autres circonstances. On va tout simplement les finir et ensuite quelques années après finalement il est pas si mal, on le reprend. Galliano permet aussi de poser une question centrale dans les arts de manière générale et dans la mode par extension, qui est celle de savoir s'il faut dissocier un artiste de ses propos et de ses positions politiques, de ses engagements dans la vraie vie. Galliano se trouve dans cette situation. Est-ce qu'on peut quand même apprécier ce qu'il a fait chez Dior, que moi je trouve absolument fantastique par ailleurs, ou est-ce qu'au contraire il faut complètement condamner la personne et l'œuvre parce que c'est indissociable? Je voulais finir sur cette question ouverte finalement à laquelle vous pouvez tenter de répondre ou au moins débattre dans les commentaires. Ça m'a fait hyper plaisir de vous parler de ces 3 scandales qui ont jalonné la mode dans les années 90 et 2000. Dites-moi du coup aussi si vous voulez que je reprenne le concept et que je vous parle d'autres scandales. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur le blog, sur Instagram ou sur YouTube. Bye!